Le Collège Sévigné, c'est d'abord une histoire audacieuse d'un établissement qui, avant même le vote de la loi Canissé, a proposé donc un enseignement de très haut niveau pour les jeunes filles, en les préparant au niveau baccalauréat, puis dès 1885 à l'agrégation et aux écoles normales supérieures. Alors nous sommes fiers de cette histoire, nous sommes fiers de cette audace qui a fait que Mathilde Salomon a par exemple recruté un corps professoral masculin pour donner le meilleur à ses élèves dès le début, ce qui a fait proprement scandale, hein, ce n'était pas du tout l'usage. Et nous espérons aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de vous dire dans la diapositive suivante, nous essayons aujourd'hui d'être à la hauteur de cet esprit d'innovation et de modernité en proposant finalement dans cette lignée eh bien, des projets que nous voulons structurants et modernes. D'abord un projet bilingue, qui est un projet fort, qui commence dès la petite section de maternelle et qui est conduit jusqu'au lycée. Alors, il existe évidemment des parcours classiques et non bilingues, mais l'enseignement bilingue est l'un des fers de lance de notre établissement. En sixième, vous le verrez tout à l'heure, 2 classes sur 3 sont bilingues, c'est-à-dire avec un enseignement de certaines matières en anglais. Nous avons aussi une attention très particulière au rythme pédagogique. Nous avons eu à cœur, nous en parlerons tout à l'heure, de réduire le temps des journées de travail, de proposer des actions de consolidation des savoirs en fin de journée. Et puis, notre enseignement supérieur, puisque nous avons un enseignement supérieur qui n'est pas un enseignement post-bac, est lui aussi très innovant au sens où nous préparons aux agrégations de lettres, d'histoire, mais aussi de mathématiques et de sciences physiques, en présentiel et en distanciel, sous des formes qui n'existent, je crois, nulle part ailleurs dans le paysage français. Alors, on peut peut-être passer à la diapositive suivante. Au fond, si j'essayais de synthétiser un peu ce qui fait notre attention au programme pédagogique du Collège Sévigné, ce serait donc le goût pour l'innovation, la recherche, le goût aussi pour le bien-être des élèves, évidemment les humanités que nous gardons voilà, en héritage depuis le départ. On enseigne le latin et le grec dès la sixième sous des formes relativement nouvelles aussi, sous forme d'ateliers, de découvertes. Nous enseignons également un module dès la sixième intitulé Maths et logique, qui permet d'étudier les mathématiques différemment, sous un aspect plus ludique. Un programme qui commence dès la sixième et qui se termine en terminale. Et puis, nous avons donc cette éducation plurilingue qui fait qu'on est très attentif, effectivement, à l'idée qu'un élève épanoui est aussi un élève qui a eu des contacts avec plusieurs cultures et plusieurs langues différentes. De fait, on a parlé de l'anglais pour l'éducation bilingue, mais il faut aussi parler de l'incroyable diversité pour un petit établissement comme le nôtre de langues vivantes B et C, puisque en langue vivante C, nous enseignons l'arabe, et puis donc il y a évidemment l'espagnol, l'italien, l'allemand en langue vivante B. Alors, autre aspect de l'identité de Sévigné, nous sommes un établissement privé. L'initiative de création du Collège Sévigné, vous l'avez compris, est une initiative privée puisque l'État n'avait pas proposé de lycée de jeunes filles au moment où a été créé le Collège Sévigné, et laïque, ce qui est aussi une identité remarquable dans le paysage de l'enseignement libre, le nombre d'établissements laïques étant très réduit. Vous le savez sans doute, nous sommes une école cousine, quasiment sœur de l'école alsacienne. Les deux écoles ont le même fondateur en réalité. Et nous sommes donc totalement autonomes dans notre budget. Nos ressources, donc, ce sont les frais de scolarité et puis les contributions de l'État et de la région, notamment en ce qui concerne la rémunération de nos enseignants. Alors, nous sommes sous contrat avec l'État. Sous contrat, c'est une expression qu'on peut préciser un peu. Sous contrat, cela veut dire que nous devons respecter les programmes scolaires, nous devons être en conformité avec eux, et puis préparer aux examens et aux concours, alors singulièrement le baccalauréat et puis le brevet des collèges.
Cependant, nous avons évidemment toute latitude pour proposer des éléments pédagogiques qui permettent de compléter ce dispositif-là. En particulier, par exemple, nous pouvons accorder plus d'heures de ceci ou de cela, ou bien inventer un module mathélogique, ou bien créer des ateliers de latin et de grec, sans pour autant que cela nous ait été imposé par l'éducation nationale. Alors, dans la diapositive suivante, je voulais vous rappeler tout simplement comment finalement sont engagées les différentes politiques de Sévigné. Nous avons un conseil d'administration qui est pour une partie composé des parents, mais aussi de membres extérieurs, et puis évidemment de personnel de Sévigné. Nous avons donc une direction, donc le conseil d'administration, si vous voulez, nous donne les grandes directives. Il est le garant de l'identité de Sévigné. La direction générale a pour mission de porter de manière concrète la politique préconisée par le conseil d'administration. Et puis, les trois directions des trois pôles d'enseignement, puisqu'il y a un directeur du secondaire, donc Monsieur Yvon qui est présent parmi nous, une directrice du primaire et puis une directrice du supérieur. Ces trois directions font également donc des propositions pour donner un sens concret à ces grandes directives. Du côté des enseignants, eh bien, il y a un conseil pédagogique qui permet de piloter en accord avec la direction. Et puis, il y a évidemment les élèves qui sont représentés par deux instances que nous avons à cœur de développer, le CVL, le conseil des lycéens, et le CVC, le conseil des collégiens. Et puis, évidemment, il y a les parents d'élèves qui sont représentés chez nous par une association, l'association des parents d'élèves de Sévigné, l'APE, avec lesquels nous sommes en relation, j'allais dire constante, soit avec la direction d'un des pôles d'enseignement, soit avec la direction générale. De manière à ce que la vie de Sévigné soit finalement une aventure collective, partagée par tous et enrichie à la fois par le regard des parents, le désir des élèves, le conseil des enseignants et la vision stratégique du conseil d'administration. Alors, je passe maintenant la parole à Monsieur Yvon qui va vous présenter donc la structure de notre établissement dans ces trois pôles. Voilà, donc les trois pôles, donc l'enseignement primaire, premier degré, l'enseignement secondaire, second degré, et donc le supérieur. Donc au primaire, il y a deux classes bilingues donc, par niveau. Et pour ce qui est du collège, ce qui nous intéresse davantage ce soir, nous avons donc 12 classes au total, puisqu'il y a 4 niveaux, 6e, 5e, 4e et 3e. Et donc 3 classes pour chacun des niveaux. Et pour chacun des niveaux, donc 2 classes bilingues qui donc ont un projet spécifique en matière donc d'apprentissage de l'anglais notamment. Au lycée, je vous en parle quand même pour que vous ayez une vision d'ensemble, nous avons 4 classes par niveau et donc 12 classes aussi, ce qui veut dire que globalement il y a 24 classes au collège Sévigné pour ce qui est du pôle du second degré et avec des classes qui sont peuplées à peu près entre 25 et 30 élèves, ça varie selon les années, selon les projets, etc. etc. Et donc, au lycée, les classes donc, il y a aussi des répartitions de classes bilingues et à chaque niveau de classe, c'est-à-dire en seconde ou en première ou en terminale, il y a des classes bilingues. L'enseignement supérieur, rapidement, c'est comme l'a dit Jean-Pierre Degeorgiou, donc la préparation au concours de l'enseignement, mais aussi une prépa cinéma pour, par exemple, prétendre éventuellement rentrer à la FEMIS ou encore la prépa Louvre. Donc nous avons nous-mêmes donc des élèves qui nous viennent de l'école primaire de Sévigné et qui, quand ils le souhaitent et quand ils sont en fait quand leur comportement, leur scolarité, etc. Correspond bien au projet d'établissement, ben restent avec nous en 6e. Et puis donc, nous avons un recrutement extérieur, si j'ose dire, à travers des familles et des enfants qui ne font pas encore partie du collège Sévigné, mais que nous sommes ravis d'accueillir.
Et donc, selon les années, ça varie un peu, mais nous avons 30 places disponibles en règle générale en 6e classique et LCEA. Et donc, en 6e bilingue, nous avons autour de 15 places, mais évidemment, c'est une estimation puisqu'il est assez difficile de donner avec précision des indications chiffrées. Alors, au sujet du projet, des lignes un peu importantes, des intentions en tout cas que l'on veut mettre, des valeurs que l'on veut mettre en valeur, qu'on va mettre en avant, je peux laisser la parole à Françoise Reding peut-être pour parler de l'accompagnement qu'on essaie de nourrir au bénéfice de nos élèves. Oui, merci beaucoup. Alors, notre projet, effectivement, c'est d'accompagner chaque élève. Alors, accompagner chaque élève, ça se décline de différentes manières. Ça commence par un accueil que nous souhaitons le plus bienveillant possible. Autrement dit, faire en sorte que chaque élève soit une personne qui a sa place, qui est intégrée dans l'établissement. Ceci est rendu possible par l'implication de chacun à tous les niveaux, aussi bien les enseignants que l'ensemble des personnels éducatifs, administratifs, etc. Mais c'est aussi rendu possible par la taille de notre établissement qu'on qualifie d'établissement à taille humaine, où effectivement l'effectif des classes est limité à 30 élèves. Le nombre de classes, comme disait Monsieur Yvon, est limité lui aussi. Et donc chaque élève peut trouver sa place ou doit trouver sa place. Accompagner l'élève, c'est pour nous aussi développer l'émulation et développer tous les talents des élèves. Ça veut dire pour nous que nous ne recrutons pas un profil particulier, nous recrutons des personnes avec toutes leurs caractéristiques, leurs envies. Nous n'hiérarchisons pas les disciplines, les arts, le sport, les langues, le français, les mathématiques, les sciences, etc. Toutes les disciplines ont leur place, doivent être étudiées par les élèves. Le but, c'est qu'effectivement, ils ne soient pas pris dans une compétition, mais qu'effectivement, chacun essaie de donner, ou ait l'opportunité de donner le meilleur de lui-même. Ça veut donc dire effectivement que notre rôle consiste, pour cela, à faire en sorte que les élèves aient envie d'apprendre et le plaisir d'apprendre, qu'ils aient envie de dépasser leurs propres limites, qu'ils aient envie d'aller plus loin. Et ça nous paraît être un projet extrêmement intéressant d'accompagnement de chaque élève. Ça veut donc dire dans ce but l'acquisition de méthodes, ça veut donc dire s'interroger, réfléchir, trouver des réponses, construire son parcours. Nous avons la chance d'avoir des élèves qui restent dans notre établissement pendant une période longue. Certains élèves arrivent de notre école primaire, d'autres nous rejoignent en début d'année de collège ou au cours des années collège. Quelle que soit leur situation, ces élèves ont le droit de changer, de faire des expériences. Certains aiment spontanément telle discipline, d'autres la découvrent parce que nous proposons des options et parce qu'ils ont la possibilité effectivement d'expérimenter ces différents enseignements. Ça veut dire aussi accompagner les élèves, faire en sorte qu'ils aient confiance dans leurs compétences. Si jamais ils ont besoin d'être aidés, eh bien que nous puissions leur proposer cette aide. Et c'est ce qui nous conduit à valoriser ce qu'on appelle la consolidation des savoirs, c'est-à-dire que tous les jours, des séances de classe sont proposées aux élèves, soit pour faire de la remédiation, si c'est nécessaire, soit pour approfondir des connaissances, et également pour faire des travaux de groupe, pour faire des travaux qui vont les amener à travailler sur un projet. Donc acquérir, développer, consolider des compétences qui petit à petit vont leur permettre de gagner en confiance, de construire et de colorer leur parcours. Et puis accompagner chaque élève, c'est aussi leur apprendre, les guider pour s'ouvrir sur le monde. S'ouvrir sur le monde, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de notre projet bilingue et on va en reparler abondamment. C'est aussi pour la possibilité pour des élèves qui n'intègrent pas la section bilingue en 6e de pouvoir intégrer cette section bilingue au cours de leur parcours dans notre établissement, quand l'élève le souhaite et quand il est prêt. Autrement dit, quand il est dans une situation où
il va pouvoir suivre de façon tout à fait satisfaisante aussi bien des enseignements en français que des enseignements en anglais. Donc des élèves vont pouvoir rejoindre la section bilingue en 6e, d'autres en 4e, d'autres en 3e, d'autres peut-être le feront au lycée. L'important, c'est que l'élève puisse le faire quand il le souhaite. Ça veut dire aussi, Monsieur De Giorgio en parlait, un choix varié de langues. Donc le choix va se faire pour les élèves de 6e tranquillement au cours de l'année de 6e pour un enseignement de LVB à partir de la 5e. C'est aussi des voyages en France, à l'étranger, des partenariats avec des établissements dans des pays dont nous enseignons la langue. Et puis, c'est aussi pour nous accompagner chaque élève, profiter de notre situation à Paris et travailler à ce qu'on appelle l'ouverture culturelle, c'est-à-dire grâce à notre travail, grâce au travail des différentes équipes pédagogiques, grâce à notre direction qui est très ouverte à tous les projets que proposent les enseignants, eh bien, nous avons des partenariats, des liens très étroits avec des institutions culturelles, la Comédie Française, le Théâtre de l'Odéon, le Musée d'Orsay, le Louvre, etc. Ce qui nous permet d'emmener nos élèves en sortie. Alors, ce n'est pas une sortie pour la sortie, c'est vraiment un travail pédagogique et c'est la condition sine qua non d'ailleurs pour que notre direction autorise cette activité. Mais l'ouverture culturelle, c'est aussi pour nous accueillir des spécialistes, des conférenciers. Ça permet à un enseignant de faire vivre sa matière. Ça permet à un élève et à son professeur d'apprendre ensemble, d'apprendre autrement. Et cette ouverture culturelle dans les deux sens, si j'ose dire, c'est-à-dire nous sortons et nous accueillons, c'est aussi ce qui nous a permis, par exemple, pendant la période du confinement, de continuer à maintenir ces liens. Alors, nous n'avons pas organisé de sortie, mais nous avons beaucoup accueilli dans l'établissement. Alors, l'accompagnement d'un élève, c'est aussi toute une équipe autour de l'élève et de sa famille. Donc, bien sûr, nous recrutons des élèves, nous travaillons avec des élèves, mais nous sommes conscients qu'un élève a une famille autour de lui. Et donc, nous veillons à ce que les relations avec l'élève et sa famille soient les plus fréquentes et constructives possibles. Pour cela, l'élève est entouré d'une direction qui, bien évidemment, joue un rôle déterminant, on en a parlé tout à l'heure, et qui accompagne les enseignants, qui reçoit les parents, qui travaille avec l'association des parents d'élèves, et qui travaille aussi avec les élèves, dans le cadre notamment des instances dont parlait Monsieur De Giorgio tout à l'heure, c'est-à-dire le conseil de la vie lycéenne et le conseil de la vie collégienne, mais également une direction qui est ouverte et qui accueille les élèves qui, à un moment donné, ont besoin de ces rencontres. C'est aussi un secrétariat, donc une assistante de direction que vous allez avoir sûrement par mail, peut-être par téléphone, que certains d'entre vous ont peut-être déjà, avec lesquels certains d'entre vous ont déjà peut-être eu un contact. Je parle de Madame Youetto, Julie Youetto, assistée de Mathilde Mahé. C'est aussi des professeurs, bien sûr, autour de l'élève, une équipe solide de professeurs engagés, de professeurs qui travaillent ensemble, de professeurs qui travaillent avec les élèves et avec le professeur principal, puisque dans chaque classe, il y a un professeur principal. C'est bien sûr le coordinateur de l'équipe, ce sera votre interlocuteur privilégié, mais l'idée, c'est que chaque personne de l'établissement, aussi bien la direction du secrétariat, les professeurs, etc., puisse être accessible facilement. C'est ce qui se passe par exemple via notre plateforme École Directe qui vous permet d'avoir accès aux cahiers de texte, aux devoirs bien sûr, mais également à la messagerie et de pouvoir rencontrer facilement et rapidement tous les interlocuteurs. Autour de l'élève, il y a aussi une équipe médicale qui est là dans le cas où votre enfant a un problème de santé, mais également pour faire des actions de prévention. Et puis, nous avons l'immense privilège d'avoir une conseillère d'orientation. Alors, vous allez nous dire en 6e, on ne parle pas encore d'orientation, mais les années collège passent très vite. Et dès l'année de 3e, effectivement, on commence à aider les élèves à acquérir une méthodologie, une méthode de travail pour préparer au mieux son projet d'orientation au lycée
et dans l'enseignement supérieur. Donc, les choses vont très vite et le premier forum des métiers d'orientation concerne les élèves de la troisième, dès la troisième. Donc, ça va assez vite, voire très vite. Et puis, nous avons bien évidemment des conseillers principaux d'éducation et un service qui s'appelle la vie scolaire. Je me permets de laisser la parole à Monsieur Yvon qui va être mieux placé que moi pour vous en parler. Très bien, oui, le service de la vie scolaire est un service important. Bien sûr, il complète le travail au quotidien de tous les acteurs. Madame Reding vous a parlé de la conseillère d'orientation, du service médical. On a un médecin scolaire qui intervient régulièrement dans l'établissement pour suivre les élèves qui en ont besoin, qui sont désignés par la vie scolaire, conduits vers le médecin scolaire ou les professeurs principaux, ou quelquefois des parents nous demandent s'il est possible de recevoir ces enfants. Et donc la vie scolaire. Alors la vie scolaire, c'est vraiment important pour nous parce que c'est vraiment le suivi quotidien des petites incivilités quand elles se produisent, ou au contraire d'un engagement très positif des élèves quand ils veulent monter des projets citoyens. C'est bien sûr la gestion des retards, des absences qui quelquefois, quand elles se répètent, peuvent avoir un sens, peut être significative, peut-être révéler un petit trouble ou une période un peu délicate pour les jeunes gens, pour les adolescents. Voilà. Alors, elle est structurée de manière à ce que véritablement les élèves aient un parcours le plus personnalisé possible au sein de l'établissement. Donc, nous avons un directeur de vie scolaire, M. Bruno Millet, qui gère toute l'équipe. Nous avons un personnel d'environ 20, selon les années, de 18 à 22 assistants d'éducation. Et surtout, entre les élèves et la direction de la vie scolaire, nous avons des référents de niveau qui suivent chacun 2 ou 3 niveaux de classe et qui permettent d'avoir vraiment, cette stratégie permet d'avoir un suivi le plus fin possible des élèves lorsqu'ils en ont besoin, ou au contraire lorsque eux-mêmes, ces référents de niveau voient que peut-être il serait pertinent de mettre en place telle ou telle action citoyenne ou en partenariat avec le pôle santé, répondre à des problématiques de vie affective ou autres, les écrans, etc., toutes les thématiques que vous connaissez déjà, mais qui là sont le plus personnalisées possible selon les besoins des niveaux de classe. Voilà. Donc, ces personnels participent au conseil de classe pour que le conseil de classe ait bien à l'esprit toutes les données concernant le parcours des jeunes. Et bien sûr, ils travaillent en étroite collaboration avec les professeurs principaux qui sont un rouage très important aussi de l'établissement pour s'assurer que l'on ne passe pas à côté de quelque chose qui pourrait nous interpeller, mais aussi pour la bonne organisation globale de l'établissement, parce que, par exemple, bien évidemment, des sorties culturelles, ça implique quelquefois des professeurs absents, ça peut arriver, ça implique un agencement des emplois du temps pour que la sortie soit possible. Donc, il faut une grande agilité dans l'organisation afin que les différents projets qui se concrétisent, comme la consolidation aussi, puissent se réaliser de manière convenable et puissent correspondre aux attentes des élèves et surtout à leurs besoins. Veillons, effectivement, c'est un projet qui nous réunit. Viser l'excellence et former nos élèves à l'esprit critique. Notre projet, c'est vraiment que nos élèves aient le choix d'un parcours, autrement dit, qu'ils puissent faire des choix dès la 6e, soit un parcours anglais bilingue, soit un parcours anglais plus. Chacun de ces parcours a une dénomination un peu longue. Donc, c'est un problème, un écueil peut-être, mais c'est volontaire de notre part. Donc, pour les élèves qui ne sont pas scolarisés en section bilingue en primaire, un parcours anglais plus humanité sciences. Et pour les élèves qui sont scolarisés en parcours bilingue à l'école primaire, un parcours anglais bilingue, humanité sciences. Nous tenons absolument à cette dénomination pour bien vous indiquer que nous ne hiérarchisons pas les disciplines. Nous veillons pour que nos élèves s'épanouissent et puissent mener à bien le projet qui sera le leur, qui est le leur et qui sera le leur, qu'ils aient des compétences dans l'ensemble des disciplines. Effectivement, l'enseignement du latin et du grec, ou l'initiation au latin-grec est obligatoire chez nous en section bilingue comme en section non bilingue
dès la 6e, donc en 6e et en 5e. Et je peux dire que nous sommes fiers là aussi de voir que les 3/4 de nos élèves de 4e choisissent, donc ce n'est pas un choix de leur famille, mais choisissent de poursuivre l'étude du latin et ou du grec. Donc, ce qui, je pense, atteste bien du fait de ne pas vouloir formater des parcours, mais ouvrir les élèves à toutes les disciplines. C'est la raison pour laquelle, dès la 6e, nous proposons une option. Donc, une seule option, tous les autres enseignements étant obligatoires, qui est une option mathélogique, qui n'est pas un approfondissement du programme de l'éducation nationale, mais qui est un programme qui a été élaboré par nos professeurs de mathématiques pour faire des maths en plus, c'était son appellation précédemment, différemment aussi, parce que dès la 6e, il y a des élèves qui aiment bien les mathématiques ou qui ont un peu peur des mathématiques, mais qui en fait aimeraient bien faire des mathématiques quand même. Voilà, donc ça permet de découvrir cette discipline autrement et effectivement de ne pas en avoir peur et pour certains de s'y épanouir parce qu'ils aiment déjà ça. Donc des enseignements d'humanité classique, des enseignements complémentaires, on va en reparler peut-être plus en détail tout à l'heure, un choix de langue vivante en 2e langue, donc allemand, espagnol, italien, et puis des conférences dans l'établissement et l'ouverture dont je parlais tout à l'heure. Et je vais donc passer le relais à Jennifer Cole, hein, donc, parce que vous l'avez compris, même si nous cherchons à former nos élèves dans toutes les disciplines, l'anglais a une place très importante dans notre établissement. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jennifer Cole. Merci beaucoup Françoise, merci Jean-Pierre et Alan. Donc là, je vais vous parler un petit peu du parcours anglais bilingue chez nous en 6e et 5e et notamment où ça vous amène après pour ceux qui cela intéresse. À savoir que chez nous, on privilégie un bilinguisme académique. Donc, les élèves ne sont pas obligés d'être bilingues natifs à la maison. Ils peuvent bien sûr l'être, mais ce n'est pas une obligation. Nous souhaitons amener tout le monde vers un bilinguisme, ceux qui sont ils ont ça déjà à la maison et ceux qui n'ont pas ça à la maison. Et nous faisons ça par 3 biais. À partir de l'année de 6e, on fait la littérature en anglais. Donc, on fait l'anglais comme un sujet et non pas comme une langue vivante. Les élèves ont le même parité horaire avec le français. Et on approche la langue comme si c'était le français pour les natifs en France. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Social Studies. Donc, c'est une classe qui est partagée avec l'histoire géo en français et puis le Social Studies en anglais. Donc, ils ont 2 enseignants qui partagent le programme Histoire Géo de l'éducation nationale, mais qui le font par une approche différente. C'est un regard croisé sur les étapes de notre histoire et les grands thèmes géographiques qui sont proposés aux élèves à partir de l'année de 6e, 5e et 4e. Et après, nous avons aussi l'objectif d'entraîner les élèves dans les sciences, aussi bien en anglais qu'en français. Donc en 6e, ils ont l'SVT en anglais, donc biology, et physique-chimie en français. Après, en 5e, on switch et on fait l'inverse. On fait physique-chimie en anglais et SVT en français pour que les élèves aient le vocabulaire dans les 2 programmes et une approche différente, pareil, comme le regard croisé en histoire géo, c'est un petit peu la même façon, puisqu'on n'a pas la même façon d'aborder les sciences dans les pays anglophones qu'en France. Donc les élèves sont amenés en laboratoire, ils font des activités et puis une approche très anglophone pour les matières en anglais. Après, il faut savoir que nous avons 2 classes par niveau, en 6e, 5e, 4e et 3e. Après, on ouvre une classe supplémentaire en seconde. Après, nous avons la possibilité, à partir de l'année de 4e, on va peut-être en parler un petit peu plus
plus tard, d'entrer dans une approche plus renforcée en anglais plus du bilinguisme pour pouvoir intégrer les classes du bilingue en troisième. Donc l'idée, c'est que l'année de quatrième soit une année un petit peu de pivot, je ne sais pas comment le dire en français, de tournant, on va dire, pour amener les élèves qui le souhaitent, les familles qui le souhaitent et les élèves qui en sont capables de passer en bilingue à partir de l'année de troisième, où nous préparons le IGCSE. C'est une forme du brevet, mais en Angleterre, et qui se passe dans l'année de seconde. Donc, si les élèves veulent bien le passer, ils commencent en troisième et ils font le programme en 2 ans. Le programme bilingue est avec les enseignants natives. Donc, nous sommes des professeurs anglophones avec nos cultures et nos approches variées pour l'ouverture d'esprit des élèves. Et ensuite, au lycée, nous avons le baccalauréat français international pour les premières et terminales. Et nous faisons la section américaine chez nous. Donc, nous pouvons voir ici la partition des sessions chaque semaine. Combien par semaine. Vous pouvez éteindre vos micros. Vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir ici? Voilà, merci. Donc, vous voyez que nous faisons 6 sessions en 6e, 5e et puis ensuite 5 sessions en 4e. Avec les Social Studies, vous voyez la division en sciences pareil. Et en plus de ça, nous avons un atelier écriture où nous renforçons le travail à l'écrit pour les élèves. Nous trouvons que souvent les élèves ont plus de facilité à l'oral. Ils ont la capacité de parler en anglais, ils ne sont pas timides au collège. Ils ont beaucoup d'opportunités de parler en classe. En revanche, l'écriture, on trouve qu'il y a besoin de renforcer cette partie puisque à la suite, toutes les évaluations, tous les examens se font à l'écrit aussi. Donc, il nécessite un vocabulaire solide, une méthodologie compris et acquis pour pouvoir bien construire son avenir dans l'éducation en France. Je pense que c'est tout pour ces diapos. Voilà, je passe la parole à Françoise Reding. Non, à Alan, s'il veut bien, je crois. D'accord, Alan, pardon. Alan, comme tu préfères. Non, mais ça serait bien comme ça. Alors, le parcours Anglais Plus, qui vient en parallèle, pour ceux qui le souhaitent, du parcours bilingue. Donc, les grands principes, ce sont des cours d'anglais en petits effectifs, en effectifs restreints, donc on peut dire en demi-groupe, avec un anglais oral en immersion qui nécessite un peu d'acclimatation quelquefois de nos jeunes sixièmes, mais qui s'y font et vraiment très très vite. C'est très très impressionnant et réjouissant de les voir progresser à une vitesse fulgurante qu'on envie, hein, parce que quelquefois on aimerait encore pouvoir mobiliser nos capacités d'apprentissage avec autant d'aisance que celles dont bénéficient les jeunes collégiens. Alors, les cours d'EPS sont proposés à la fois en anglais et en français, avec un professeur qui vient du Royaume-Uni et un professeur qui, lui, est de France, et les arts plastiques avec une professeure américaine et une professeure elle-même française. Des humanités classiques, ça c'est une particularité, hein, de parvenir à trouver ce triple équilibre, si j'ose dire, entre l'anglais, les humanités classiques et les sciences au collège Chévigné. Donc les humanités classiques avec une initiation au latin et au grec. Il se trouve que nos élèves choisissent ensuite, comme les autres collégiens, l'option latin ou grec
à partir de la 4e. Et l'année dernière, par exemple, nos élèves qui sont passés de la 5e à la 4e, eh bien, ont choisi massivement de recevoir un enseignement optionnel de latin ou de grec. Je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 élèves qui n'ont pas choisi d'option. Cette option-là, en tout cas. Et enfin, une initiation au goût pour les sciences expérimentales. Alors, grâce aux travaux qui ont eu lieu dans la rue, enfin, dans nos bâtiments de la rue Pierre-Nicole, nous avons 2 laboratoires de plus qui permettent aux élèves d'appréhender les sciences de manière beaucoup moins théorique que simplement en cours magistral, mais de mettre, comme la fameuse formule le dit, de mettre la main à la pâte et d'être concrètement confronté aux expériences variées selon les objectifs du cours. L'organisation de ce parcours, c'est un groupe par niveau, hein, de la 6e à la 3e, ça crée une continuité. Des enseignants anglophones, le plus souvent qui viennent de pays où l'on parle anglais, des native speakers, sur l'ensemble du parcours. Donc, ils n'ont pas que des locuteurs natifs, mais enfin, une bonne partie de leurs cours bénéficient de professeurs natifs. Et les langues anciennes dès la 6e, ce qui permet de créer petit à petit, d'affirmer en réalité un profil de formation qui les distinguera des autres, notamment lorsqu'ils arriveront en terminale, parce qu'on sait très bien que pour la sélection dans l'enseignement supérieur, ce sont bien les profils qui se distinguent un peu des autres que l'on remarque et qui à niveau équivalent, ont davantage de chances d'être sélectionnés. Des certifications donc, que l'on passe, comme l'a dit tout à l'heure Jennifer Cole, la certification Cambridge, et l'intégration aussi possible au parcours anglais bilingue, humanité et sciences à partir de la 3e, lorsque le profil de l'élève est cohérent avec ce choix de la famille, bien sûr de l'élève, mais aussi des professeurs qui certifient que l'élève pourra s'épanouir pleinement dans ce parcours. Voilà, alors l'objectif évidemment c'est de développer les compétences de chaque élève et vraiment de prendre, je vais dire, sa personne dans tout son développement, en tenant compte bien sûr du niveau académique, mais on sait très bien que si l'on veut des élèves qui académiquement sont performants, eh bien il faut essayer de trouver un équilibre et un bien-être qui leur permettra d'apprécier à leur juste valeur, à leur juste intensité les cours qu'on leur propose. Donc les emplois du temps sont travaillés pour être le plus possible équilibrés, avec pas de cours au-delà de 17h15, des séances de 45 minutes qui sont ou de 1h30 selon les matières et selon les moments de la semaine, qui permettent de quand même coller davantage aux besoins des élèves d'aujourd'hui, qui aiment beaucoup varier les activités, les matières, les supports, etc. Pour les élèves demi-pensionnaires, notamment les clubs du midi avec des clubs échecs, les clubs manga, il y a aussi cette année des petits clubs d'initiation à l'oral, des activités diverses et variées. Des ateliers du soir, donc après 17h, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est vraiment une chance, je pense, que ces activités soient proposées avec de la pratique vocale, des formes de chorale un peu active, de la pratique instrumentale et des ateliers du cours Florent qui viennent spécialement au Collège Chivigné. Cette année, on voulait ouvrir en fait un atelier et on a été frappé de constater que nos élèves s'étaient massivement inscrits et on a dû ouvrir 4 ateliers pour l'établissement, en tout cas pour le collège, ce qui est vraiment, c'est très réjouissant parce que ça prouve qu'il y a une véritable appétence de créer ensemble et ça, je pense que c'est un des vecteurs principaux du bien-être. Des espaces d'autonomie pour travailler seul ou en groupe, c'est-à-dire qu'on a un espace de documentation qui est très vaste, qui forme avec deux salles d'études et un foyer collégien et un foyer lycéen, un espace qu'on appelle un espace d'autonomie qui permet à l'élève, lorsqu'il n'a pas cours, soit sur les pauses méridiennes, soit après les cours le soir jusqu'à 18h, ou sur des temps de permanence, alors il a le choix, si j'ose dire, entre aller en études pour vraiment se concentrer seul
sur son travail, lire, voilà. À travailler en groupe dans une autre petite salle d'études. Là, il peut accéder avec ses camarades pour travailler sur un projet commun, par exemple, mais il peut aussi aller au foyer pour se détendre et encore au CDI pour faire des recherches documentaires ou chercher une lecture qui pourrait venir prolonger ce qu'il a déjà appris en cours ou simplement un livre qui pourrait satisfaire son appétence personnelle. Un temps aussi de consolidation des savoirs adaptés à chacun, le plus souvent en fin d'après-midi, c'est-à-dire leur standard, c'est 16h20 jusqu'à 17h05. Et ces heures-là sont consacrées à deux parties, deux axes principaux, de l'aide et de l'approfondissement, de la grammaire en français, parce que c'est très bien que la maîtrise de la grammaire permet aux élèves de pouvoir construire des raisonnements ensuite en comprenant parfaitement et en maîtrisant le mieux possible la langue. De l'anglais, notamment, Jennifer Cole en parlait tout à l'heure, de l'anglais à l'écrit, avec des ateliers de rédaction, des reprises de copies, etc. Mais aussi des mathématiques qui permettent de faire de la pédagogie différenciée au sein même de demi-groupes, ce qui fait que voilà, ça permet aussi de reprendre un peu les cours, d'écouter les élèves, de consolider ce qui a été moins maîtrisé, peut-être aussi pour certains autres d'aller un peu plus loin. Une découverte scientifique aussi, des ateliers de découverte scientifique. Bien sûr, il y a les sciences expérimentales au laboratoire dès la 6e. Je rappelle que les instructions du ministère de l'Éducation nationale n'obligent pas les établissements secondaires à prodiguer des cours en laboratoire. Hein, c'est obligatoire à partir du lycée, mais on peut tout à fait aller au collège sans fréquenter un laboratoire en sciences. C'est tout à fait possible et personne n'oblige qui que ce soit à le faire. Nous, on a décidé de le mettre en place, notamment avec cette volonté d'avoir créé 2 laboratoires supplémentaires au Collège Sévigné et un atelier aussi d'astrophysique le mardi soir, je crois, qui est animé par une professeure de mathématiques du Collège Sévigné qui est par ailleurs docteur en astrophysique. Et différents parcours aussi qui permettent de cultiver les fameuses compétences transversales, ou on appelle ça aussi des compétences psychosociales, avec un parcours santé qui avec notre service médical, qui permet aux élèves d'apprendre à soigner leur stress. On a des thématiques autour du stress, mais aussi de l'alimentation, la qualité du sommeil, la domestication, si j'ose dire, du temps d'écran. C'est assez intéressant pour eux parce qu'effectivement, ils rencontrent des personnes qu'ils n'ont pas en cours et qui ont une autre approche, parce que une infirmière ou un médecin, c'est pas un professeur, et donc c'est une approche un peu différente qui les enrichit par la diversité de l'approche. Un parcours citoyen qui est pris notamment en charge par le service de la vie scolaire, qui forme en fait les jeunes citoyens qui sont au collège à la bonne pratique des écrans, qui prévient les situations de harcèlement, de cyberharcèlement, et toutes les thématiques d'Internet sans crainte. Alors on a des partenaires aussi qui viennent nourrir le parcours citoyen avec une proximité assez étroite avec l'association e-enfance qui reconnaît l'utilité publique, mais aussi la police du 5e arrondissement qui vient faire à sa manière, c'est vrai, mais qui vient le faire quand même, des ateliers de prévention qui rappellent le droit, la règle, etc. Donc là aussi, c'est enrichissant pour les élèves. Et aussi un laboratoire, le laboratoire Simone de Beauvoir, qui vient parler du genre et de l'image, notamment de la vision des femmes que certains médias peuvent diffuser et comment on peut lutter contre et surtout se prémunir avec un esprit critique un peu plus aiguisé. Un atelier aussi, un parcours aussi au niveau des arts, qui est notamment fondé sur l'histoire des arts, qui est rattaché à chaque programme scolaire de niveau de classe, etc., etc. Il s'agit là de faire des pédagogies de projet, puisque les parcours sont proposés en rotation, c'est-à-dire qu'on fait un projet de 5 semaines et un autre projet de 5 semaines, etc. Un axe technologique aussi assez avancé, et je l'espère en tout cas le plus éclairé possible, avec un iPad par collégien. On forme des citoyens, des référents citoyennes, des référents citoyenneté numérique. Ils vont avoir leur formation là au mois de décembre, nos jeunes collégiens. Ce sont les délégués de classe qui, dans chaque classe, vont apprendre
à comment diffuser les règles de la bonne conduite avec le numérique et notamment avec l'iPad, et qui vont aussi proposer des animations en compagnie de leurs professeurs qui sont volontaires, etc. Les parents eux-mêmes, je vous rassure, sont accompagnés. Le samedi 10 décembre, par exemple, nous avons des ateliers pour les parents parce que quelquefois, tout le monde ne sait pas comment paramétrer sa box pour mettre en place le contrôle parental. Même si les iPads sont protégés, ben, il y a d'autres outils à la maison. On a des outils de gestion de flotte qui sécurisent aussi les usages. Par exemple, les parents peuvent réguler l'usage de l'iPad le soir en paramétrant l'iPad pour qu'il ne soit pas actif à partir de 20h, par exemple, jusqu'à 7h30 le lendemain matin. Mais tout ça, ça prend un tout petit peu. C'est pas très difficile, mais on a décidé, en tout cas, nous, d'accompagner techniquement les parents dans cette démarche-là, et on est en train de créer aussi un partenariat avec un laboratoire de sciences cognitives qui va aussi nous éclairer sur le bon usage et sur les impacts à la fois bénéfiques et quelquefois un peu moins des écrans et du numérique. Un club de programmation pour apprendre aux élèves qui le souhaitent à coder, et puis on prépare la certification PIX qui est une somme en fait des compétences acquises par les élèves en termes de numérique. On les prépare dès la 6e. Et avec l'association e-enfance, on a mis en place un dispositif dont on va parler bientôt, nos élèves du 6e, vont pouvoir avoir une pré-certification PIX en 6e pour les encourager dans les bons usages et les encourager à réfléchir sur leur pratique. Voilà, un emploi du temps, assez rapidement, parce que j'étais un peu long, j'en suis désolé, un emploi du temps de 6e assez typique. On voit ici, par exemple, en parallèle 3 séances. Là, évidemment, ça dépend du parcours sur lequel on est inscrit. Et puis, des enseignements sans doute par ici complémentaires qui, ici, par exemple, qui permettent de travailler l'anglais à l'écrit en parallèle, de bénéficier d'un atelier d'art plastique. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont mises en place et proposées. Les familles qui nous rejoignent en septembre prochain vont bénéficier d'un établissement encore tout à fait neuf, hein, puisque il a été rénové l'an dernier, vraiment une énorme rénovation, et on commence à en bénéficier tout à fait cette année. Et voilà, donc là on voit l'espace d'autonomie et les foyers. Au rez-de-chaussée, c'est la cour, vous la voyez, avec le foyer des collégiens qui permet de faire une espèce de préau quand il fait bon. Et puis au premier étage, le foyer des lycéens, et encore au-dessus, l'espace d'études et la passerelle grise que vous voyez qui vient au-dessus de la cour permet de rejoindre l'espace de documentation, ce qui fait qu'on est sur un espace d'autonomie tout à fait développé et apte à recevoir les élèves. Voilà, je passe la parole à mes collègues du service des inscriptions. Merci beaucoup, Alan. En fait, nous allons parler à deux voix, Jennifer et moi-même, puisque nous travaillons ensemble pour l'étude des dossiers et pour les entretiens que nous proposerons à certaines familles. Je commence. Jennifer, tu veux commencer ? Je commence. Alors, la procédure d'inscription, de candidature et donc de préinscription chez nous est une procédure entièrement dématérialisée. La plateforme est accessible depuis le 15 novembre. Il y a une particularité dans notre établissement, c'est qu'il n'y a pas de date de fermeture parce que nous proposons donc des enseignements bilingues et qu'il y a des familles qui rentrent de l'étranger qui ne savent peut-être pas à cette période-là qu'elles vont arriver à Paris. Donc, pour toute une série de raisons, effectivement, dont celle-ci, nous ne fermons pas notre plateforme. Pour autant, nous vous conseillons, si vous souhaitez déposer un dossier de candidature pour votre enfant, de le faire le plus rapidement possible, puisque bien évidemment, ça nous permettra de traiter son dossier le plus rapidement possible également. Et pour une entrée en 6e, que ce soit en parcours anglais plus, humanité sciences ou en parcours bilingue, nous proposons à tous les élèves candidats en 6e de passer des tests en français, en mathématiques et en anglais pour les élèves qui veulent nous rejoindre en parcours bilingue humanité-sciences, des tests qui sont bien des tests indicatifs. Alors, si tu veux bien, je te laisserai parler du test d'anglais. Je vais vous parler tout d'abord du test de français et de mathématiques. Ce n'est pas un examen de passage.
c'est encore moins un concours. Il n'y a pas d'annales, etc. Nous ne publions pas de résultats. C'est vraiment pour nous le fait de voir comment des élèves, de jeunes élèves de CM2 travaillent dans différentes disciplines. Les tests portent sur des notions qui ont été étudiées en CM1, puisqu'il y a un cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc, pour ne pas mettre en difficulté des élèves de CM2, nous avons choisi de les interroger, donc de leur proposer des exercices sur le programme de CM1, de façon à ce que, quel que soit l'ordre dans lequel leur enseignant en CM2 aborde le programme, ils ne soient pas gênés, ils peuvent répondre aux questions. Le but, effectivement, c'est de voir comment les élèves travaillent, comment ils réfléchissent, sachant que la présentation des dossiers, en toute transparence, la présentation des dossiers scolaires dans l'enseignement primaire peut varier d'un établissement à l'autre. Donc, c'est un élément complémentaire dont nous avons besoin. Et je te laisse peut-être la parole, Jennifer, pour le test d'anglais, si tu veux bien. Oui, bien sûr, merci Françoise. Donc pour le test d'anglais, pareil, on cherche pas du tout quelque chose qui est un concours, ni un bilan de niveau de 6e. On est tout à fait consciente que ce sont des CM1 qui passent le test, les CM2 qui passent le test. Et donc, nous visons plutôt un niveau d'avant pour en être sûr. Et on ne veut pas stresser les élèves du tout. Il n'y a pas de préparation en amont à faire. Nous testons leur capacité de lire et écrire en anglais, d'écouter un texte en anglais et de répondre à des questions. Donc c'est très très simple comme démarche et nous cherchons surtout de voir la possibilité d'où l'élève peut être en entrant en 6e en septembre. Voilà. Donc, oui, notre but aussi bien en français, en mathématiques, en anglais, c'est vraiment de ne pas mettre un élève en difficulté. C'est-à-dire que si on accepte un élève dans notre établissement, c'est parce qu'on est sûr que ce qu'on va lui proposer va pouvoir lui convenir et l'aider à progresser dans l'ensemble des disciplines. Donc, par exemple, il ne faudrait pas qu'il soit très à l'aise en français et pas assez en anglais, ou au contraire en anglais et pas assez en français, et que finalement, il soit obligé de travailler davantage dans l'une des langues, éventuellement au détriment de l'autre, et qu'il éventuellement de ce fait-là se décourage facilement et rapidement. Donc voilà, on essaie vraiment d'accueillir lors des sessions de test les élèves avec beaucoup de gentillesse, vraiment d'accompagnement. C'est un exercice comme les exercices qu'ils font au quotidien dans leurs écoles. Sur cette diapositive apparaissent 2 dates, le mercredi 7 décembre et le mercredi 11 janvier. Mais il y aura éventuellement d'autres mercredis possibles. Alors, je le dis parce que certains élèves ne seront peut-être pas disponibles à ces 2 dates-là, parce qu'on a aussi l'habitude d'avoir un élève qui peut-être s'est blessé, ne peut pas passer l'épreuve à cette date-là, est souffrant, etc. Donc, sachez qu'on prend en considération tous ces éléments-là et qu'on peut proposer d'autres dates, bien évidemment en janvier, si nécessaire, en fonction du nombre de dossiers et en fonction des situations personnelles. Donc, nous étudions tous les dossiers qui nous sont donnés, bien évidemment. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante, merci. Donc, nous nous intéressons bien sûr au niveau du dossier scolaire. C'est l'élément, c'est le critère, la qualité du dossier scolaire, c'est le critère le plus important. Bien sûr, nous vous demandons dans ce dossier de rédiger une lettre de motivation parce que ce que nous voulons, c'est être sûr que nous pouvons répondre à vos attentes et aux attentes de vos enfants. Donc, il faut bien qu'on comprenne les raisons pour lesquelles vous souhaitez envisager une scolarité au Collège Sévigné. Le nombre de dossiers que nous recevons est très important et ne nous permet pas d'accorder systématiquement un rendez-vous. En revanche, lorsque nous accordons un rendez-vous, aussi bien Jennifer que moi-même, nous accordons un rendez-vous à l'élève et sa famille.
C'est volontaire de notre part. Alors, nous recrutons des élèves et pas des parents, nous sommes bien d'accord, mais c'est notre façon de travailler que de croiser nos regards, d'échanger. Et donc, nous remarquons souvent que les questions, les demandes d'informations complémentaires, etc., venant des enfants et des parents ne sont pas les mêmes. Et donc, il nous paraît plus intéressant de rencontrer l'élève avec sa famille. Donc, soit avec Jennifer, soit avec moi. En général, Jennifer rencontre les familles pour les demandes d'entrée en parcours bilingue, humanité-sciences, bien sûr. Ça paraît évident. Je ne sais pas, Jennifer, tu veux dire quelque chose sur l'entretien? Peut-être une partie en français, en anglais qu'en français? Oui, alors on fait les deux langues. On fait un début en français et ensuite, normalement, je demande à l'enfant de discuter avec moi un petit peu en anglais, de parler un petit peu de ce qu'ils aiment. Voilà, donc c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas une test. Je sais que ça peut être stressant pour un élève, pour un jeune, de discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout, mais on essaie de ne pas mettre une pression supplémentaire. Donc, c'est vraiment on souhaite que l'entretien se passe dans une ambiance assez détendue pour que tout le monde pose les questions qu'ils ont et que nous aussi, on arrive à savoir un peu plus de vous. Voilà. Oui, et c'est la même chose pour les candidats en parcours anglais plus humanité sciences, même si, comme disait Monsieur Yvon tout à l'heure, il y a un enseignement particulier renforcé en anglais. Là, il n'y a pas de prérequis en anglais pour intégrer ce parcours, et donc l'entretien se fait exclusivement en français, et il n'y a pas de test d'anglais à l'écrit. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire le dossier scolaire, les copies que nous lisons, l'entretien que nous accordons éventuellement à l'élève et à sa famille, eh bien, nous sommes amenés à donner des réponses d'admission, donc les réponses de notre direction, à partir de la mi-mars. Donc, cette procédure est longue, nous en sommes conscients. C'est surtout difficile pour nos jeunes, pour les jeunes élèves, mais nous recevons un assez grand nombre de dossiers. Bien évidemment, nous prenons le temps de les étudier, le temps des entretiens, etc. Donc, par définition, nous avons besoin d'un délai relativement long avant que notre direction puisse donner faire ses propositions d'admission. Pour les niveaux intermédiaires, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour les niveaux intermédiaires, la date est un petit peu décalée parce que là, bien évidemment, ça veut donc dire que nous devons attendre les décisions de réinscription, de demande de réinscription des familles de nos élèves pour savoir quel va être le nombre exact de places dont nous allons disposer. Donc, ce sera première série de réponses pour les niveaux 6e à partir de la mi-mars. Volontairement, nous ne vous donnons pas une date précise, mais une période parce que nous essayons de faire au mieux, mais il peut y avoir quelques jours de décalage. On ne sera peut-être pas le 15 mars, mais peut-être le 18 ou le 20. Mais nous essayons effectivement de respecter ce délai. Et pour les niveaux intermédiaires, ce sera plutôt une information dans le courant du mois d'avril, un mois et demi après, que le délai retenu pour les 6e. Et au mois de juin, nous accueillerons dans nos locaux, bien sûr, les futurs collégiens